On apprenait dans le quotidien Le Devoir hier que des Québécois se rendaient en Ontario pour faire dégriffer leurs chats maintenant que la loi l'interdit carrément au Québec. La journaliste Magdalene Boutros a fait quelques appels et oui, on disait qu'on pouvait le faire sans problème, même si on venait du Québec. L'Ontario est la seule province où les chats peuvent encore se faire dégriffer. C'est une intervention qui n'est pas anodine. Les vétérinaires ontariens ne le font pas tous, c'est important de le mentionner, mais c'est permis. Par contre, au Québec, depuis février dernier, le règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés interdit non seulement le dégriffage des minous, mais aussi la coupe de la queue, la taille des oreilles des chiens, sans oublier la fameuse ablation des cordes vocales pour nos toutous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un chien japper quand il a les cordes vocales coupées. C'est pas très joli, ça fait pitié. Moi, ça m'arrache le cœur. Bon, est-ce que tout le monde respecte la loi au Québec? On va en parler d'abord avec la docteure Caroline Kilsdonk, vétérinaire et éthicienne. Et je suis heureuse de recevoir, tiens, la vétérinaire bien sûr, mais l'éthicienne aussi ce matin. Et merci de vous être déplacée pour venir en studio, docteur Kilsdonk. C'est vraiment très apprécié. Merci de me recevoir. Alors, comment vous avez réagi en lisant l'article d'hier, sachant que la loi est là depuis un bout de temps, là? C'était attendu. C'est absolument pas une surprise. C'était tellement attendu que même le gouvernement québécois l'avait prévu. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'il a écrit dans son règlement qu'il était interdit dorénavant de dégriffer et de faire dégriffer. Alors, la procédure est interdite pour ceux qui pourraient la pratiquer. Donc, est interdite aux médecins vétérinaires qui la pratiquaient en toute légalité auparavant. Elle est évidemment défendue aussi à tout non-vétérinaire parce que ça serait de la pratique illégale de la médecine vétérinaire de faire de la chirurgie, utilisation d'anesthésiques, etc. Mais c'est aussi interdit de le faire à quelqu'un, ce qui veut dire qu'il n'est pas permis pour les citoyens du Québec de s'en aller en Ontario. Ceci étant dit, si vous vous présentez en Ontario dans une clinique vétérinaire, eux, en Ontario, sont soumis aux lois ontariennes. Alors, eux ont le droit de le faire sur un patient qui provient du Québec. C'est important de dire quand même qu'elles ne le font. Les cliniques ne le font pas toutes. Là. Il y en a qui refusent depuis quelques années. Hein. Même au Québec, il y en a qui refusaient de dégriffer les chats depuis un bon bout de temps. De plus en plus. Ouais. Le phénomène est vraiment avancé. Il y a beaucoup de cliniques qui ne le faisaient plus au Québec. Il y en a beaucoup en Ontario. Et non seulement ça, mais celles qui le font sont de plus en plus encadrées par leur ordre professionnel. Alors, une clinique d'Ontario, présentement, ne devrait pas tout simplement prendre toute une série de patients là, pour se remplir une journée de dégriffage avec des rendez-vous juste pris pour cette raison express-là. Tout médecin vétérinaire devrait avoir eu une rencontre avec le client et avoir présenté les alternatives au dégriffage. Et au moment où c'était légal au Québec et présentement en Ontario, si le choix est encore, dans un cas donné, de procéder au dégriffage, eh bien là, il pourrait le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est que il devrait pas y avoir de cliniques en Ontario qui se mettent à prendre des journées complètes de dégriffage pour des patients québécois. Puis des patients qui sont loin. Donc, si jamais il arrive une complication après, là, oui. On est loin de son profit, là. Absolument. Le suivi est beaucoup plus difficile. Oui, et puis vous disiez que dans la loi, c'était donc interdit de le faire, donc faire ailleurs, mais j'imagine que les sanctions en ce moment, il n'y en a pas bien, parce que c'est pas évident de le prouver. Ben, c'est ce à quoi je m'attends. Moi, je n'ai pas vu de l'intérieur des cas où s'il y a eu des plaintes à ce sujet-là. Probablement pas encore. Et je vous dirais candidement, vous allez avoir Maître Gaillard comme invité tantôt, qui est, elle, une juriste et qui aura peut-être des commentaires à teneur légale plus précis que les miens. Mais je vous dirais que peu importe que le gouvernement québécois impose des sanctions présentement ou pas à cette situation-là, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce phénomène-là va être très temporaire parce que l'Ontario, comme le Québec, est en voie d'adopter une interdiction. C'est à l'étude depuis un certain temps. D'ailleurs, j'allais dire justement, on dit souvent que les anglophones ont des façons de traiter les animaux depuis des générations, que ça vienne de l'Angleterre, des États-Unis. Bon, ça fait pas d'eux des gens toujours purs. Là. J'ai vu des élevages qui avaient pas d'allure en Ontario et dans le nord des États-Unis. Mais en général, on dit que le côté humane, comme ils disent, est plus développé. C'est étonnant que l'Ontario l'ait pas encore fait. Vraiment étonnant. Ben, je voudrais vous amener à faire la distinction entre la pratique et les lois puis les interdictions.
Alors, effectivement, au Québec, on avait une tradition de dégriffage très intense. Alors, c'était vu comme étant totalement banal, on dégriffe. Finalement, ce qu'on fait avec un dégriffage, on enlève la dernière phalange et on rend l'animal un peu moins conforme à sa nature d'animal pour que ce soit plus facile pour notre vie, notre quotidien à nous. Cette pratique-là était beaucoup moins répandue dans les provinces anglophones qu'au Québec. Si l'Ontario tarde à adopter son interdiction, comme le Québec a aussi tardé, c'est à cause du système professionnel, des systèmes professionnels, je devrais dire au pluriel, celui du Québec et celui de l'Ontario, qui sont faits différemment des autres provinces. Ah. Et donc, ce n'étaient pas les ordres professionnels qui avaient le pouvoir d'interdire ces pratiques-là. Quand c'est une question de l'ordre professionnel peut interdire la pratique, c'est assez facile. Ça prend juste une résolution du conseil d'administration et puis on interdit. À la limite, il faut mettre ça dans un petit règlement d'ordre professionnel, ce qui est beaucoup plus facile à faire que des lois et de la réglementation provinciale qui ont des processus beaucoup plus longs. Alors, c'est ça qui explique que le Québec a été l'avant-dernière province du Québec à l'adopter et que l'Ontario est à venir. J'allais faire un très, très mauvais jeu de mots quand vous disiez que c'est plus compliqué quand il faut demander aux provinces, etc. J'allais dire les provinces, ils ont d'autres chats à fouetter. Mais bon, c'est un mauvais jeu de mots. Il est dans dit... le milieu, mais... je vais vous dire ce qu'on dit dans le milieu. On dit « j'ai d'autres chats à flatter ». Ah, ben tiens, je vais adopter. Ils ont d'autres chats à flatter. Ouais. J'adore. Plus jamais j'utiliserai l'expression. Mais ça m'est venu en tête, évidemment, parce qu'on le sait, de toute façon, avec tout ce que les gouvernements vivent en ce moment. Bon, on disait que c'est pas dans la nature du chat, le chat me grimper, etc. Mais il y a d'autres conséquences pour le minou dégriffé. Je lisais même qu'il peut être en douleur toute sa vie. Oui, il peut. Écoutez, je vous dirais que les études scientifiques sur la fréquence et la gravité des conséquences ne sont pas toutes très claires. Mais moi, je vous dirais, moi, j'ai tendance à ramener la question sur un point de vue éthique. Un point de vue éthique sur une chirurgie non médicalement nécessaire, qui est invasive, qui comporte des risques de complications, évidemment, qui empêche un comportement normal de l'espèce, ce qui, selon toute l'Organisation mondiale de la santé animale et toutes les organisations internationales dans le domaine, et la capacité d'exercer un comportement normal pour l'espèce, c'est un critère majeur de bien-être animal. Oui. Il y a des changements biomécaniques qui sont associés au dégriffage, étant donné que c'est pas juste une griffe qu'on enlève, mais que c'est la dernière phalange, ça change l'orientation du petit pied lors de la marche, qui peut avoir des conséquences à long terme. Alors, d'un côté, effectivement, il y a des possibilités de douleurs chroniques, dont on n'est pas si certain que ça de la fréquence, mais d'un point de vue éthique, c'est devenu très mal vu et, je pense, difficile à défendre, de toute façon. Puis j'allais dire aussi, à moins que je me trompe, mais moi, on m'a toujours dit que les chats, la douleur des chats était très difficile à traiter par opposition à la douleur de chiens, dans le sens... Les chats sont très durs à la douleur, donc ils ne vont pas nécessairement le manifester, mais... Elle est difficile à dépister. Oui. C'est difficile de le savoir. Voilà. Alors, ça vient compliquer les études, justement. Bon, on va s'arrêter pour une petite pause. Je crois qu'on peut le faire maintenant, Jean-Christophe, oui. Et après, je veux qu'on parle justement de qu'est-ce que ça change côté adoption dans les refuges, si les chats ont tous leurs griffes maintenant, parce que c'est presque culturel au Québec. Hein? Je te dis qu'avec un sofa neuf, c'est pas un chat qui allait venir vous scraper le sofa. Fait que ça, c'est important. J'ai lu quand même, je sais pas si c'est le président de l'Ordre, mais quelqu'un qui disait, si le sofa est plus important que le chat, il ne mérite pas d'avoir un chat. Bon. Alors, texto qui, en fait, est la question que je m'apprêtais à poser avant de parler des chiens. Il reste encore 2 petites questions sur les minous. La personne par texto me dit, je me demandais si depuis cette loi, il y a plus de chats non adoptés. Autrement dit, est-ce qu'on adopte moins de chats, justement, parce que si on leur griffe, j'en veux pas? On n'a pas de données fiables. J'aimerais beaucoup le savoir. Présentement, j'ai pris la direction d'un refuge et... J'en entends beaucoup des gens dire « Ah, ben un chat dégriffé, moi, j'en adopterai pas. Moi, s'ils sont tous dégriffés, j'en veux plus. » OK. Donc, les gens préféreraient les chats intacts. Non, l'inverse. OK, ils veulent dégriffer. Oui, j'ai compris le contraire. J'ai peut-être fait un lapsus. OK. Donc, les gens disent « S'il n'est pas dégriffé, j'en veux pas. »
Exactement. Donc, ça, alors, il y a encore beaucoup de gens, comme on disait tantôt, la pratique du griffage était culturellement très ancrée au Québec. Alors, on n'a pas la culture de vivre avec des chats qui ont leurs griffes. Et des cultures, ça se change parfois moins vite que des lois. Hein? Bien sûr. Une loi, ça rentre en vigueur. Oui. D'ailleurs, écoutez bien le texto de cette personne ici qui est pas contente et qui dit « Comme si les gens qui veulent dégriffer leurs chats étaient tous des monstres sans jugement et sans cœur. C'est aberrant, ces contraintes basées sur de fausses prémices anthropomorphiques. » Votre réaction? Ça montre le degré de polarisation et ça montre aussi la nécessité de ne pas diaboliser. Il y a beaucoup de gens dans ce débat-là qui, moi j'ai entendu les mots barbares et des choses comme ça pour les gens qui faisaient dégriffer. Oui, qui faisaient dégriffer et qui défendaient cette pratique-là en disant que si elle était bien faite, les chats ne souffraient pas, qu'on utilisait les antidouleurs et tout ça. Ce genre de débat-là, trop polarisant, à mon sens, ne fait pas avancer les choses. Et puis, de fausses prémices, écoutez, on pourrait en débattre longtemps. J'ai parlé tantôt de la qualité des études scientifiques. Ceci étant dit, c'est pas de l'anthropomorphisme de dire que enlever la dernière phalange des doigts, c'est une chirurgie quand même très invasive et c'est pas de l'anthropomorphisme de dire que ça empêche un comportement normal d'un chat. On parle pas d'un comportement humain, on parle du comportement d'un chat. Et que ça change la biomécanique de la patte, c'est une donnée qui est neutre. Voilà. Alors voilà, mais le ton de ce débat-là est difficile depuis des années. C'est acerbe. Et le changement de la loi ne va pas faire s'éteindre les émotions associées à ce débat-là, mais ça va se faire avec le temps. Absolument. Autre texto, avant de donner des sanctions pour les propriétaires qui font dégriffer leurs chats, le gouvernement devrait commencer par adopter une loi qui oblige la stérilisation et sanctionner ceux qui ne le font pas. Les chats non stérilisés sont un problème beaucoup plus grave à régler avant le dégriffage. Écoutez, je suis d'accord que la surpopulation féline, c'est un enjeu majeur. Mm-hmm. C'est extrêmement important, à la fois pour le bien-être animal, pour les nuisances associées, pour les dommages à la biodiversité, pour tout plein d'enjeux. Et les gens qui ne font pas stériliser leurs chats contribuent au problème. Ceci étant dit, j'espère, je pense, qu'on va avancer dans les solutions à ce problème-là au cours de, je dirais, les 10 prochaines années. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus difficile à solutionner. Ouais. Alors, c'est pas simplement en disant aux gens, faites stériliser vos chats et en les obligeant qu'on va réussir, à vérifier qu'ils le font tous et 2, qu'on va éliminer toute la surpopulation féline. En effet. On parle de chiens. Parce que dans cette nouvelle loi, il est interdit aussi de couper la queue, couper les oreilles d'un chien, je pense au Doberman, parce que le but de ces coupes-là, c'était esthétique. C'était pour le respect de la race. Ben oui. Bon, les gens qui chassent avec leurs chiens vont dire qu'il y a des raisons un peu de santé, de prévention, des blessures à la queue, parce que les chiens de chasse se blessent parfois à la queue lorsqu'ils ont une queue longue. Ceci étant dit, il n'est pas trop tard pour faire amputer la queue le jour où elle est blessée et infectée. Alors, ça peut toujours se faire au besoin. La taille d'oreille est effectivement pour des raisons esthétiques. Alors, on parle dans nos termes, là, et comment c'est écrit dans la loi, on parle de essoreillement pour la taille d'oreille. Essoreillement. Essoreillement, oui. Essoreillement. Oui, on apprend un nouveau mot. Oui, okay. Codectomie, qui veut dire taille de la queue, exactement. Codectomie. Et la troisième chirurgie qui est interdite, c'est la dévocalisation. En anglais, ils ont un mot très clair, ils disent debark. Hein? C'est comme on déjappe de debark, c'est ça. Et, si on le traduit en français québécois directement, ça dit débarque. C'est ça. C'est ça. Alors ces chirurgies-là sont aussi interdites depuis l'adoption de la même loi qui interdit le dégriffage. Le même règlement, je devrais dire, excusez-moi. J'allais dire, Dr. Kildzon, qu'un jour, je suis arrivée dans la région de l'Outaouais il y a très longtemps. Sur un élevage de chiens, je pense que c'était des corgis, et ils étaient tous dévocalisés. Et c'est assez pathétique, et c'est même un peu surréaliste d'entendre une meute de chiens faire...
ils veulent... Bon, me voilà rendu qu'ils jappent en ondes. Bon, j'aurais tout fait en ondes. J'aurais chanté, j'aurais jappé. J'aurais jappé, dévocalisé. Mais, OK, ça fait quoi aux chiens, cette opération-là? Bien, dans la mesure où il n'y a pas d'inflammation, je vous dirais que ce que ça vient brimer, c'est sa possibilité d'exprimer de s'exprimer normalement. Alors, il y a des gens qui ne souhaitaient pas qu'elle soit complètement interdite parce qu'ils disaient que dans certains cas rares où, par exemple, quelqu'un a beaucoup de plaintes de ses voisins et peut se retrouver contraint à abandonner ou faire euthanasier son animal à cause qu'il est trop bruyant. Il y en a qui disaient, peut-être ce serait mieux que dans ces rares cas, on pratique encore la chirurgie afin de sauver la vie de l'animal. Et d'autres étaient plus en faveur de l'interdiction complète et que ça n'ait jamais lieu. L'exemple que vous donnez est un exemple et pas ce genre d'exemple-là. Hein? Si vous dites un élevage complet. Ça devient comme une solution pour se faciliter la vie. Puis pour tout le voisinage aussi. Puis dire, regarde, moi, mon chien, tu peux vivre en condo, il ne dérangera jamais les voisins, sauf que c'est assez particulier. Ouais. Moi, c'est ça. J'avais cette question-là, d'ailleurs, pour vous, à savoir si, justement, dans certains cas, est-ce que c'est pas mieux de faire dévocaliser un chien que d'être obligé de s'en débarrasser parce qu'il est anxieux, tout ça. Puis je me disais, j'ai hâte de voir si Dr. Kilsdonk va plutôt me dire, non, il y a toujours moyen, avec un éducateur canin, de faire calmer un chien ou, dans certains cas, même avec des antidépresseurs, s'il fait trop d'anxiété. Mais dans le fond, il y a des chiens où il n'y a rien à faire, mais ça peut être un bon chien pareil. C'est juste, il va calme. Un peu toutes ces réponses. Le chien qui jappe très, très, très longtemps est un chien soit surstimulé ou très anxieux. Alors, il y a quelque chose, il y a une solution à apporter en arrière. Oui, il y a toujours moyen. En contrôlant l'environnement, avec médication, thérapie, etc., thérapie comportementale. Effectivement, il y a toujours moyen. Est-ce que chaque propriétaire a toujours les moyens? Non. C'est une autre question. Ça peut coûter très cher. Hein? Exactement. On parlait la semaine dernière de faire garder le chien en vacances, puis ça peut aller à 90 $ par jour dans certaines pensions. C'est un pensez-y bien. En fait, c'est un pensez-y bien même avant d'adopter un animal en ce moment. De ce que ça coûte, de ce que ça implique, etc. Si jamais il y a une éleveuse ou un éleveur de Doberman à l'écoute, j'aimerais beaucoup vous entendre sur comment vos clients réagissent maintenant que les chiens ont une queue normale et des oreilles tombantes. J'ai très hâte de voir. Est-ce que vous, Dr. Kilsdonk, vous avez déjà commencé à avoir des Doberman avec une queue et des oreilles pendantes dans votre pratique? Il y a tout un historique des interdictions de procédure au Québec. L'Ordre des médecins vétérinaires, avant que j'en sois présidente, a décrété qu'il les devenait interdit de tailler des oreilles et des queues. Et tout le monde a embarqué. De toute façon, il restait très peu de médecins vétérinaires du Québec qui pratiquaient ces chirurgies-là. Ça doit pas être bien le fun de faire ça à un bébé chien. Là. J'ai l'impression qu'ils se comptaient sur les doigts d'une main. Là. Donc, il y en avait très peu. Alors, ça a très peu protesté. Ceci étant dit, l'Ordre des médecins vétérinaires n'avait pas réellement le pouvoir d'interdire des procédures précises, tout comme les autres ordres professionnels au Québec. Alors, c'est un pouvoir qui revenait au gouvernement provincial et que le gouvernement provincial est venu vraiment inclure à sa loi sur le bien-être animal adoptée en 2015. Et après ça, d'où le règlement là, qui est venu par la suite. Tout ça pour dire que il y avait dans l'air une interdiction pour le Québec qui s'appliquait aux vétérinaires du Québec, même si elle n'était pas tout à fait légalement justifiée. Ce qui fait qu'on s'est mis à voir tout plein d'animaux, de chiens avec des longues oreilles et des queues complètes. Et tout le monde s'est habitué progressivement. Puis je vous dirais même que beau. Les gens, ben oui, les belles petites oreilles pendantes de Doberman. Là, puis les oreilles de Doberman, là, c'est des petits poils tout doux. C'est extraordinaire, ces petites oreilles-là. Et puis, assez grandes, là, mais ce petit pelage-là est extraordinaire. Vous avez même l'air de les trouver plus beaux qu'avant? Ben oui, ouais. Ben oui. Puis ça n'a pas été long
que les gens se sont mis à regarder avec un œil réprobateur ceux qui avaient des Doberman ou d'autres races là, modifiées. Avec les oreilles pointues. Ouais. Ah, c'est incroyable, tous ces sujets. On pense pas à toutes ces choses-là, parce que j'allais dire, il y en a sûrement. Là, on parle des Québécois qui vont faire dégriffer le champ en Ontario, mais il y a peut-être des propriétaires de Doberman qui traversent les frontières ou qui vont ailleurs pour le faire aussi. Et ça, je vais en parler tout à l'heure avec Maître Gaillard sur ce qu'on risque quand on fait ce genre de choses. J'aimerais qu'on termine ce petit bloc avec vous, parce que tout à l'heure, en venant de la pause, on parlait d'un gros sujet sur l'abattage à froid de certains animaux. Mais comment convaincre un chat de ne pas faire ses griffes? Je veux revenir au chat parce il y en a beaucoup. Puis comme on dit, si jamais les gens décident, non, moi, j'adopte pas de chat parce qu'il y a ses griffes et j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur. Alors, c'est quoi les moyens là, d'éduquer un chat? Bon, avant de l'éduquer, je vous dirais la taille régulière. Elles vont être beaucoup moins pointues. Ils veulent pas tous. Hein? Ça fait... Non. Bien là, ça aussi, c'est un apprentissage. Commencez jeune. Il faut prendre notre temps, il faut y aller avec les petites récompenses en même temps. Il faut rendre ça le moins désagréable possible. N'empêche que c'est pas la chose la plus agréable pour eux. Alors, on commence par ça, la taille. Ensuite, un arbre à chat, c'est essentiel. Et qu'il puisse faire ses griffes, un endroit où le chat peut faire ses griffes. Et puis là, on n'a pas le choix. Il faut que cet objet-là soit placé dans un endroit où le chat circule beaucoup, un endroit passant, un endroit intéressant. Si vous le mettez dans le fond d'une pièce là, et que le divan est plus accessible, il va finir par aller faire ses griffes sur le divan, c'est certain. Près d'une fenêtre, ça serait idéal parce qu'il voit les gens passer dans bien des cas. Oui, mais les chats aussi, c'est important de leur fournir beaucoup de stimulation mentale de diverses façons. Une des façons que les chats aiment beaucoup, c'est de pouvoir grimper. Et donc, des tablettes, là, des endroits en hauteur où ils peuvent se jucher. Et puis, de l'activité physique et l'endroit pour faire leurs griffes. Ouais. Alors, vous allez prévenir beaucoup d'inconvénients de cette façon-là. Et les tablettes le plus haut possible, parce que c'est important pour le chat de montrer sa supériorité sur nous. C'est des façons de l'interpréter. On va s'arrêter pour une autre petite pause et après, on aborde un sujet qui donne froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Alors, restez avec nous. Texto 98985, téléphone 514-790-9850 ou si vous appelez de l'extérieur de Montréal, 1-866-790-9850. Et n'oubliez pas, si jamais il y a une éleveuse ou un éleveur de Doberman à l'écoute, appelez-nous. Je veux juste savoir comment ça s'est passé pour vous, cette transition importante. En compagnie de Dr. Caroline Kills, donc vétérinaire et éthicienne. Que fait l'éthicienne dans le monde animal, Dr. Kills, donc, en ce moment? L'éthicienne dans le monde animal, elle n'a pas de travail. L'éthicienne dans le monde animal, elle a d'autres tâches connexes qui relèvent de ses compétences et de son... Mais c'est pas développé au Québec, là, finalement, l'éthique. En fait, de plus en plus, je pense que les lois qu'on adopte font preuve d'une reconnaissance de l'importance de l'éthique animale. Mais vous êtes éthicienne. Exactement. Alors, c'est ça. Non, c'est malheureusement pas très développé. J'ai fait du côté de l'éthique, là, en dehors de mes activités autres, je le fais, dans mes articles que j'écris dans l'actualité, il y en a certains qui sont à dimension plus éthique, mais c'est toujours avec un aspect de vulgarisation scientifique aussi. Mm-hmm. Mais ça vient avec. Alors, c'est ça l'éthique. Il faut prendre les faits, les données de qualité. Et après ça, il faut réfléchir et sous-peser avantages, inconvénients et toutes les parties prenantes qui sont impliquées. Une des choses que je fais, c'est que je donne des ateliers en éthique aux étudiants en médecine vétérinaire. Mm-hmm. Donc, on se rencontre et puis on discute de différents sujets. On y va de façon un peu spontanée selon les sujets qui les préoccupent. Et pour moi, c'est très important de dire que quelqu'un qui fait de l'éthique n'est pas quelqu'un qui va venir imposer sa façon de voir. Parce que clairement, en éthique, ça dépend des valeurs sous-jacentes. Alors, c'est sûr qu'il y a des questions qu'on va analyser avec les valeurs de la société québécoise, valeurs générales. On a quand même des valeurs qu'on partage. Il y a parfois les valeurs d'une profession
qui sont en évolution constamment. Ouais. Puis il y a les valeurs des professionnels eux-mêmes et des citoyens. Alors, j'aime adopter toutes ces perspectives-là et essayer de les regrouper et non arriver avec ma perspective que je vais mettre en valeur et dire voici le bien et le mal. On n'impose pas, un peu comme tantôt. Vous avez une très, très belle approche. Je trouve ça admirable. Petit texto que je tiens à lire avant d'aller sur la prochaine question qui est assez importante. J'ai 2 Doberman depuis 8 ans. Les 2 ont leur queue et leurs oreilles. Là, je pensais qu'ils n'étaient pas coupés. Les 2 ont leur queue et oreilles coupées. Les gens sont beaucoup plus attirés à venir les voir et ça change beaucoup la vision qu'ils ont de cette race tellement affectueuse et intelligente. J'avais cru comprendre qu'ils avaient leur queue et leurs oreilles. Mais non, ça a l'air que c'est coupé. Bon, alors moi, je pensais vraiment que monsieur ou madame nous disaient qu'ils avaient l'air plus gentils avec... Est-ce qu'ils ont l'air plus gentils avec les oreilles longues ou ça change rien? Moi, c'est des chiens que j'aime de toute façon. Je sais pas. Bon. Je sais pas. Je pense que pour certaines personnes, ça se peut que ça ait l'air un petit peu plus menaçant avec les oreilles droites. C'est ce que j'aurais supposé pour certaines personnes. Ouais. Oui, parce que ça fait plus rigide. OK. En parlant d'éthique, on va parler d'une cause qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est une bataille, même pour vous. L'abattage à froid d'animaux pour des raisons religieuses. Oui, c'est une question... Ça se fait au Québec. Oui, et c'est une question très délicate. L'abattage d'animaux, il y a des gens qui sont moralement contre tout abattage d'animal. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contre le fait qu'on consomme de la chair d'animaux, donc de la viande, mais qui tiennent à ce que l'abattage soit fait sans douleur. C'est sûr qu'on n'enlève pas le fait que l'animal peut subir un stress du fait d'être transporté jusqu'à l'abattoir, mais de la façon dont les abattages sont faits au Québec, on insensibilise complètement l'animal avant de procéder à l'abattage. C'est une question d'une fraction de seconde. On appelle ça un fusil percuteur. Donc, c'est pas vraiment un fusil, là, ça tire pas une balle, mais ça donne un coup au cerveau et l'animal perd conscience de façon très, très, très rapide. Okay. Je parle, par exemple, des bovins. Et c'est quasiment instantané. Là, on le voit perdre conscience instantanément. Et c'est seulement après ça qu'il est abattu. Dans certains abattoirs, certaines journées, on fait de l'abattage rituel qui peut être halal ou cachère pour que les personnes de ces confessions-là la consomment en toute conformité avec leur religion. Je vous dirais qu'un enjeu qui favoriserait, je dirais, le vivre ensemble et qui permettrait à chacun de consommer la viande qu'il souhaite serait l'étiquetage de cette viande-là. Présentement, la viande est étiquetée halal ou cachère quand elle est mise en marché sur ce marché-là. Mais c'est pas nécessairement toute la viande qui provient d'animaux abattus à froid, de manière rituelle, qui est étiquetée comme telle. Alors, je pense que ça serait une avenue à envisager à l'avenir. Parce que on le sait, on veut tous favoriser le vivre ensemble et que tout à fait. Alors on a tous cette volonté-là, je pense, mais ça permettrait de respecter les convictions autant de ceux qui veulent de l'abattage rituel que celles de ceux qui veulent des animaux abattus sans souffrance inutile. Parce qu'il y aurait moyen de faire ce genre d'abattage qu'on fait en ce moment à froid sans renier l'aspect religieux, mais en donnant quelque chose à l'animal qui ferait qu'il mourrait dans moins de souffrance. C'est ce qu'on souhaite. Ça, je vous dirais qu'il y a des possibilités. Puis là, c'est un débat un petit peu complexe pour aborder en quelques minutes parce que les modes d'abattage sont différents pour chaque espèce. Donc, bovin, cochon, mais le cochon, agneau. Le problème se pose moins. Oui, c'est vrai. Je suis mêlée dans mes religions. Agneau, volaille, alors c'est ça, c'est un petit peu complexe. Mais oui, c'est sûr qu'il y aurait des moyens de concilier les deux,
Mais moi, je vous dirais que sans vouloir intervenir sur les croyances religieuses ou les exigences des religions, je vous dirais que on pourrait à tout le moins s'assurer que toute viande qui est étiquetée, qui est abattue, qui provient d'animaux abattus de cette façon, est étiquetée comme telle. Puis qu'on le sache, tout simplement. Qu'on le sache. Donc, parce que vous êtes en train de dire qu'on peut retrouver même cette viande dans des supermarchés? Écoutez, moi, c'est ce qu'on me dit. Okay. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'est ce que j'ai déjà ou des lu, boucheries, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas nécessairement toute étiquetée telle qu'elle. Donc, si, par exemple, moi, je dis, je ne suis pas contre la consommation de viande. Je veux acheter de la viande, mais je voudrais être certaine qu'elle soit, que les animaux aient été abattus avec une insensibilisation préalable. Avec la viande provenant de nos abattoirs provinciaux ou fédéraux. Parce qu'au Québec, il y a des abattoirs sous supervision provinciale et d'autres sous supervision fédérale, qu'elle n'est pas nécessairement toute étiquetée telle qu'elle. OK. Un autre beau débat. Oui. Un autre beau débat. Mais j'ai hâte de voir pourquoi aussi le gouvernement ne légifère pas là-dessus. Bien, il y a eu un jugement, là, je me souviens pas de la source de l'article, là, dans quel journal, mais la semaine passée, j'ai vu un article où il y a eu un jugement fédéral qui disait que la liberté de religion était une liberté ou un droit plus importante que le droit de l'animal à ne pas souffrir, ou en tout cas, ça ressemble à ça dans ces mots-là. Là. Peut-être que Maître Gaillard pourra vous sortir les termes juridiques plus exacts. Moi, qui suis-je pour dire quelles lois devraient être les plus importantes au Canada? Donc, j'ai pas d'impact là-dessus. Alors, c'est pour ça que je me dis qu'au moins, on pourrait respecter l'étiquetage et que les gens aient la liberté de choisir en sachant ce qu'ils choisissent. Bien, on va se laisser là-dessus. D'abord, je sais, Dr Caroline Kilsdonk, vétérinaire et éthicienne, que vous êtes prise ailleurs. On va vous laisser partir, mais après la pause, nous accueillerons Maître Sophie Gaillard, qui est directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. Un énorme merci, Dr Kilsdonk. Merci de m'avoir reçu. Merci ça me fait beaucoup. plaisir. Alors, on poursuit cette heure. En fait, c'est le dernier segment de cette dernière heure de l'émission en compagnie de Maître Sophie Gaillard, qui est directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. Je rappelle que le sujet est parti, en fait, de cet article du Devoir hier qui parlait des Québécois qui se tournaient vers l'Ontario pour aller faire dégriffer leurs chats. En Ontario, c'est encore permis. Et voilà. Donc, Maître Gaillard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été déçu de découvrir que des Québécois allaient en Ontario? Oui, absolument. Donc, l'Ontario est la dernière province au pays qui continue à permettre les dégriffages. Toutes les autres provinces l'ont interdite, y compris ici au Québec. C'est interdit depuis février de cette année. Il y a beaucoup d'éducation qui a été faite auprès du public pour justement leur faire comprendre aux gens vraiment les impacts de cette chirurgie-là et à quel point ça a un effet négatif sur le bien-être des chats et sur leur santé physique aussi. Donc, c'est effectivement décevant de savoir que les gens ont encore recours à cette chirurgie-là ailleurs que dans la province. Bon. Pour élargir un peu plus, je lisais que le Québec était le seul endroit en Amérique du Nord qui avait reconnu formellement en droit les animaux comme des êtres doués de sensibilité, la loi 54 adoptée en 2015. Est-ce que c'est encore vrai? Parce qu'on dit qu'avant ça, l'animal était un bien puis avait les mêmes droits qu'un sofa. Oui, bien effectivement, en 2015, il y a eu une réforme là, du droit animal au Québec. Il y a eu la nouvelle loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal qui a été promulguée, adoptée. Et il y a justement le Code civil du Québec qui a été modifié pour reconnaître les animaux comme des êtres sensibles. Donc, effectivement, c'est le cas aujourd'hui. On est la seule juridiction au Canada à reconnaître les animaux comme des êtres sensibles en droit civil. Reste qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour les animaux dans notre province. Là, ça ne règle pas tout comme un coup de baguette magique, mais c'est quelque chose qui nous distingue effectivement des autres provinces. Quel serait le progrès, quel est le progrès que vous souhaiteriez le plus quand vous dites qu'il y a encore des progrès à faire?
Ben en fait, ce qu'on souhaite le plus, sur lequel on veut travailler particulièrement fort dans les prochaines années, c'est la question des animaux qui sont élevés pour leur viande, leurs œufs et leur lait. Car contrairement à nos animaux de compagnie, ces animaux-là ne bénéficient de pratiquement aucune protection juridique à l'heure actuelle. Ils sont exclus des principales protections prévues par la loi et c'est essentiellement l'industrie qui détermine qu'est-ce qui est acceptable ou non, ce qui fait qu'il y a des procédures que ces animaux-là subissent qui nous ferait mettre quelqu'un en prison si c'était pratiqué à l'égard d'un chien ou d'un chat, par exemple la castration sans anesthésie. Des cochons, on fait ça aux cochons, hein, la castration sans anesthésie. On leur fait ça à quel âge? C'est à l'âge de quelques jours, mais évidemment, à quelques jours, la sensibilité est là, la réaction à la douleur est là. Et puis, c'est pratiqué de manière courante à travers les fermes porcines au Québec. Si on faisait la même chose à un chat ou un chien, on pourrait se ramasser en prison. Donc, il y a vraiment un 2 poids, 2 mesures quant à comment on protège nos animaux au Québec. Donc, c'est vraiment les animaux d'élevage là, qui ont besoin que leur niveau de protection soit rehaussé. Avez-vous l'impression que ça va bouger assez rapidement de ce côté-là, du côté de Québec, ou vous avez l'impression en ce moment que c'est vraiment loin d'être une priorité? Écoutez, Ou qu'il y a de la résistance, En fait, c'est l'industrie agricole qui est très puissant et qui a évidemment un intérêt à économiser le plus possible, à ce que tout coûte le moins cher possible et à faire le moins de changements possible. Mais c'est pour ça que c'est aussi important que le gouvernement accompagne les producteurs, finance les changements et les aide à transitionner vers des méthodes d'élevage qui sont plus respectueuses du bien-être animal. Et on croit que les prochaines élections vont en fait être très décisives à ce niveau-là parce que le Parti québécois s'est déjà prononcé en faveur de la réglementation du bien-être des animaux d'élevage. C'est le premier des partis politiques principaux à l'avoir fait dans les dernières années. Donc, on va regarder ça de très près. On va certainement être très actifs dans les prochaines années, menant jusqu'aux élections de 2026, là, pour essayer de s'assurer que ce changement-là se fasse. Maître Gaillard, vous savez à quoi vous me faites penser dans cette discussion? Quand on a commencé à voir sur les étiquettes des boîtes d'œufs, poules en liberté. Moi, je me souviens au tout début, on se disait, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on parle de ça? Mais ça avait un impact énorme, là, de savoir que les poules n'étaient pas enfermées dans des petits cajots de rien, là, puis des espèces de vie pas très agréables. Oui. Ben en fait, ça fait partie du problème, c'est que depuis qu'on est enfant, j'ai 2 enfants, 2 très jeunes enfants moi-même, quand on regarde les livres de bibliothèque sur les animaux de ferme, qu'est-ce qu'on voit? On voit des animaux en liberté qui pèsent paisiblement dans un champ, qui sont avec leur bébé, etc. C'est la même chose qu'on voit sur les emballages de produits, de lait, etc. Alors que c'est tout le contraire, la réalité. Ces animaux-là sont derrière des portes closes, sont gardés à l'intérieur, dans la noirceur, dans des cages très étroites, privées de tout comportement naturel. Donc, on nous ment. Ben, on nous trompe effectivement avec le narratif là, qu'on nous vend depuis qu'on est enfant et même à l'âge adulte sur à quoi ressemble la ferme moderne au Québec. Il existe encore des petites fermes familiales, mais la vaste majorité, c'est des animaux élevés pour leur viande, leur lait, leurs œufs, sont élevés dans des conditions industrielles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir dans des livres d'enfants. Oui, en effet. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur le dégriffage de chats. Est-ce que vous avez remarqué à la SPCA que ces derniers temps, les gens adoptent moins de chats justement parce qu'ils ont leurs griffes? Non, pas du tout. On n'a pas vu d'impact à ce niveau-là. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un des impacts négatifs du dégriffage, c'est que ça élève la probabilité de problèmes de comportement chez le chat. Ils peuvent mordre, hein? J'avais un chat, moi, qui était dégriffé, puis il mordait il y a très longtemps. Ça a été documenté par les études, mais on l'observe aussi au quotidien à la SPCA. Ces chats-là sont privés de leur principal moyen de défense, qui est les griffes, et ils ont recours à la morsure quand ils sont pas contents, quand ils veulent éloigner ce qu'ils perçoivent comme un danger. Donc, on a des chats mordeurs. On a aussi des problèmes de propreté qu'on observe chez ces chats-là, parce qu'il faut savoir que le dégriffage, le terme est un peu trompeur. C'est pas juste les griffes qu'on enlève, non, c'est une amputation partielle du doigt. Donc, si vous regardez votre main, vous imaginez qu'on vous ampute le bout des doigts jusqu'à la première jointure, sur chacun des doigts. C'est ça, le dégriffage. Puis après, il faut marcher dessus. Nous, on marche pas sur nos mains. C'est ça, exactement. Après, il faut marcher dessus. Et si on est un chat qui utilise une litière, il faut gratter dans la litière avec ces doigts-là qui ont souvent cause de la douleur chronique au
au niveau des doigts, la procédure du dégriffage. Et donc, on se ramasse avec des chats qui ont des problèmes de propreté, qui font leurs excréments à l'extérieur de la litière parce que ça leur fait trop mal de gratter le sable. Donc, en fait, on voit que ces chats-là sont abandonnés souvent pour des problèmes de comportement. Incroyable. On entend peu parler de ça. Je vois un texto là, de quelqu'un qui est vraiment, vraiment fâché, qui dit c'est écœurant comment les animaux sont maltraités aussi. Ça me fait vomir. L'humain est rendu tellement méchant avec les animaux. Ne généralisons pas, mais c'est vrai qu'il y a du chemin à faire pour le bien-être animal, ça c'est clair. Et Dieu merci, le Québec est quand même en avance par rapport à d'autres coins de la planète, mais ça ne veut pas dire, comme on le disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de progrès à faire. Non, exactement. Par contre, les choses évoluent positivement. Là. Ce qu'on voit, c'est que les gens sont de plus en plus préoccupés par ces questions-là. Ça leur tient de plus en plus à cœur. Les partis politiques, le gouvernement s'y intéressent de plus en plus. Donc, on a espoir que les choses vont continuer à évoluer en faveur du bien-être animal. Bon. Maître Gaillard, pour ceux qui, en ce moment, pensent que pas de problème, là, je vais appeler en Ontario pour me trouver quelqu'un pour dégriffer mon chat, qu'est-ce que la personne risque? Parce qu'il y a des amendes possibles, éventuellement. Oui, effectivement. Donc, le règlement qui est entré en vigueur en février qui interdit le dégriffage interdit aussi le fait de faire dégriffer son animal. Donc, on peut comprendre que si on va ailleurs pour le faire, on enfreint le règlement et là, on s'expose à des peines là, de plusieurs milliers de dollars si on est poursuivi et condamné. Mais quelque chose qu'on pourrait aussi envisager, là, si on se rend compte que ce problème-là prend de l'ampleur, ce phénomène-là de traverser la frontière pour aller faire dégriffer son animal ailleurs, on pourrait faire comme l'Irlande a fait, qui avait le même problème. Ils avaient interdit certaines chirurgies esthétiques. Ils se rendaient compte que les gens traversaient les frontières pour les faire faire ailleurs. Ils ont interdit la possession d'un animal qui a subi la chirurgie en question. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager aussi de demander au gouvernement d'interdire la possession, par exemple, d'un chat dégriffé qui est né là, après l'entrée en vigueur de l'interdiction, ce qui pourrait aussi simplifier la poursuite des gens qui ne respectent pas le règlement. Donc, somme toute, pour l'instant, Maître Sophie Gaillard, vous êtes quand même assez satisfaite de la façon dont évoluent les choses au Québec. Je voulais vous demander, en terminant, il nous reste peut-être une minute et demie, oui. Comment ça va en ce moment à la SPCA, vu qu'on est en période de vacances? Est-ce que vous êtes totalement débordé? On a parlé à quelqu'un en début d'été, à la directrice. C'était pas mal débordé. Oui. Où est-ce qu'on en est en cette fin juillet? On est encore débordé, malheureusement. C'est la haute saison, le déménagement, les vacances, les naissances de chatons, les animaux de la faune aussi. Donc, on est débordé. Les abandons ont augmenté par rapport aux années précédentes. Donc, on a vraiment besoin du soutien de la communauté en ce moment, que ce soit en venant adopter un animal, en devenant famille d'accueil pour soulager un peu le refuge et prendre un animal de manière temporaire chez vous, ou encore en nous soutenant financièrement parce qu'évidemment, on vit des dons du public. Donc, vous pouvez visiter spca.com pour voir comment nous venir en aide là, durant cette période critique de l'année. Et quelques mots sur cette adoption temporaire. On parle de combien de temps? Mettons, je dirais, OK, je vais prendre 2 chiens ou 2 chats temporairement. C'est quoi? C'est parce qu'on peut s'attacher très vite aussi à ces petites bêtes-là? Là? Oui, c'est sûr. Des fois, ça se termine en adoption. Moi-même, ça m'est arrivé. Par contre, ce qu'on demande, c'est un engagement de au moins 1 mois. Et puis, des fois, c'est simplement un animal qui a besoin de médicaments. Puis, ça demande beaucoup pour nous de médicamenter tous les animaux du refuge. Donc, ça peut être une simple pilule à donner. Des fois, c'est des animaux qui sont stressés en refuge, qui ont juste besoin d'être dans une maison normale quelque temps pour décompresser. C'est sûr que c'est intéressant si quelqu'un est prêt à prendre l'animal jusqu'à ce qu'il soit adopté et même nous aider à trouver la famille adoptive. Excellent. Mais même quelques mois, ça nous aide beaucoup. Excellent. Maître Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. Un gros merci. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe, à Isabelle, à François, à Jean-Christophe et surtout un énorme merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. À demain.